Alors, seconde table ronde, responsabilité sociale et environnementale. Et nos analystes, depuis 2012, depuis que nous avons modifié la cotation de cette rubrique, y sont particulièrement attentifs. Et alors, peut-être Sébastien Bazin pourrait-il nous aider à lancer le débat. Et votre Assemblée générale est la seule à laquelle ait été présentée une résolution dite de l'arbre. Alors, est-ce que c'est simplement un artifice de communication? Expliquez-nous où se situent les enjeux, dans quelle terre se nourrissent les racines de votre arbre et dans quel ciel s'épanouit son feuillage. Parfait. Donc moi, je vais le dire à ma manière. On a juste fait un truc de ouf, comme disent mes enfants. Donc, on a eu... En 2014, en fait, on a fait venir Tristan Lecomte, qui est quelqu'un qui est très intégré dans la reforestation, qui a créé quelque chose qui s'appelle Alter Eco. Et donc, il est venu, il a parlé aux administrateurs, il a parlé à l'Assemblée générale pour expliquer qu'Accor plante 2000 arbres par jour, c'est-à-dire 4 millions d'arbres depuis 2009. Et ces arbres sont le reflet de ce dont je vous parlais, l'économie des serviettes et d'énergie. Et puis, clairement, ça avait attiré l'attention de beaucoup d'actionnaires, de beaucoup de mes administrateurs, et on voulait donner toujours une suite à ce qu'on a présenté à l'Assemblée générale de l'année précédente. Et donc, pour donner une suite, on voulait ancrer cette notion d'arbre et donc d'écologie de manière très pérenne, et donc prendre un engagement, et donc de mettre à l'Assemblée générale une résolution de l'arbre. Autant vous dire, et Sophie est là devant moi, quand j'ai présenté au conseil d'administration la résolution de l'arbre, les gens m'ont pris pour un dingue, en disant « Sébastien, c'est juste pas possible, c'était drôle l'année dernière ». Les femmes administratrices m'ont sauvé. Je le dis parce que Sophie Gaspermont est là. Les femmes sont venues à ma rescousse en disant « Non, non, c'est une très bonne idée ». Et donc l'idée, elle était de réaffirmer un engagement pris l'année précédente, de le réaffirmer avec une ambition plus grande, puisque c'est 10 millions d'arbres que nous devons planter d'ici 2021. Et puis, franchement, et là je vois mes amis actionnaires qui étaient dans la salle aussi, vous savez, ça a donné un engouement, ça a donné un positionnement, ça a donné une force. Voilà. Donc maintenant, on a un devoir, une obligation, et surtout de fédérer, puisqu'une des choses importantes dans la résolution de l'arbre, c'est que ça n'a pas été fait par hasard, on avait bien sûr réfléchi, c'est pour ça que le conseil d'administration l'a adopté. Mais voilà, on est engagé, 10 millions d'arbres, c'est pas si facile à planter ces jours-ci. On le fera seul si besoin, mais j'adorerais que d'autres sociétés du CAC 40, du SBF 120, nous accompagnent dans cette reforestation qui est nécessaire dans beaucoup de pays dans le monde. Donc voilà, c'était une manière de réaffirmer quelque chose et de le pérenniser. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que pendant le jury aussi, on a effectivement remarqué ce côté E du RSE, mais il y a aussi le côté S. Et je pense que le groupe Accor est un groupe qui aborde le numérique. On a vu des interventions sur l'évolution du monde, qui est quand même une révolution incroyable, de façon très différente. Et plutôt que de fabriquer des murs entre les gens, je pense que vous avez fabriqué des ponts et votre rapport aux start-up, puisque tout le monde a le mot start-up à la bouche, est quand même très différent. Vous les accueillez, parfois même vous les incubez. Je crois que tu as nommé un responsable start-up au sein du groupe. Et ça, c'est assez nouveau. Et je crois que le mot S, enfin la lettre S dans RSE doit aussi tenir compte de tout ce qui tourne autour du numérique, parce que ça peut changer des industries, ça peut changer des métiers, ça peut faire évoluer des entreprises. Et donc c'est important et le groupe est assez moderne sur ce sujet. Alors, peut-être avant d'en venir à un autre type de responsabilité, moi je voudrais vous poser une question basée sur l'expérience que vous avez sur cette résolution et sur le dialogue que vous avez pu avoir avec vos actionnaires. C'est assez original finalement de venir en Assemblée générale et de proposer une résolution qui ne tombe pas dans les résolutions classiques, c'est-à-dire une résolution où finalement on demande l'avis aux actionnaires pour des actions qu'on pourrait mener indépendamment de leur vote.
ça, c'est quand même un point très original. Il y a quelques années, je me souviens que Danone avait en fait passé en assemblée une résolution qui est de la constitution de Danone Communities, des fonds pour pouvoir, des fonds à caractère plutôt humanitaires, sociaux et de responsabilité. Et nous avions eu au sein du conseil de Danone cette discussion de savoir mais pourquoi finalement aller demander aux actionnaires leur avis. Nous n'avons pas besoin de le faire. Et on avait éprouvé le besoin d'aller parler de ce sujet aux actionnaires. Et finalement, la résolution avait été évidemment très très bien votée, 99%. Donc vous êtes, avec cette résolution de l'Arbre, dans le même esprit, c'est-à-dire un esprit où nous, en fait, on va plus loin que simplement la nécessité d'avoir l'accord des actionnaires. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance? Est-ce que vous pensez que c'est bon? Est-ce que vous avez eu, de la part des actionnaires, un retour qui était un retour positif sur ce principe d'aller les consulter sur des sujets pour lesquels, en principe, ils n'ont pas d'autorisation à donner? Les actionnaires, ils ont voté ça à plus de 95%. Ils ont été extrêmement surpris qu'on les interroge là-dessus. Ils ont été ravis qu'on les emmène avec nous, parce qu'ils ont eu un vrai sentiment de participer à une aventure et donc de donner leur approbation. C'est vrai aussi que toute l'économie d'énergie qui est réalisée, elle va précisément pour aller planter ces arbres. Donc je n'avais pas besoin de leur autorisation, mais je voulais qu'ils sachent qu'on allait prendre un certain nombre d'initiatives et que ces initiatives génèrent des économies, que ces économies allaient être utilisées, non pas pour des points de vue financiers, mais pour un environnement sociétal, environnemental. Donc moi, c'était franchement une façon d'emmener tout le monde avec moi. Je te dis ça parce que Virginie Sido est au fond de la salle. C'est elle qui a eu cette idée. C'est elle qui défend cette plantation d'arbres et un programme qui s'appelle Planète 21 depuis maintenant 20 ans. Voilà, c'est grâce à cette jeune femme au bout de la salle qui m'a dit Sébastien, il faut y aller. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai dit bien sûr qu'on y va. Voilà. Oui, peut-être juste ajouter un mot parce que dans les observations, les retours que Alicia et Michael nous ont fait au jury, il y a justement l'idée que dans de nombreuses assemblées générales aujourd'hui, un certain nombre d'actionnaires posent des questions, abordent des sujets qui ne sont pas les sujets traditionnels financiers ou de stratégie de l'entreprise, aussi importants évidemment soit-il. Et bien sûr, ça peut être le cas de présence de porteurs de cause, d'ONG, mais aussi d'actionnaires individuels qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets environnementaux, sociaux. On peut dire aussi que l'environnement du changement climatique, l'approche de la COP21, évidemment, sensibilise tout le monde et aussi les actionnaires individuels. Je voudrais vous faire part d'une... J'ai un jour rencontré Philippe Vasseur, vous avez tous entendu parler de Philippe Vasseur, ancien ministre de l'Agriculture, qui organise des forums mondiaux sur la RSE au niveau du Nord-Pas-de-Calais. Et il a mis en face redonner du sens à l'entreprise. Je trouve que c'est une très belle formule pour donner justement à ce concept de RSE ce dont on a parlé tout à l'heure en termes de fierté, disait Caroline, c'est la fierté des collaborateurs, c'est la fierté de tous ceux qui accompagnent l'entreprise et les AG l'ont démontré également. Alors vous, en effet, Nicole Notat, qui vous êtes battue pour cela, qui avez contribué à imposer ce sujet dans le débat public, dans la législation, avec le recul de ces 10 années, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et quelle comparaison faire entre la réalité française et celle que vous observez un peu par ailleurs en Europe? En 10 ans de temps, je dirais il n'y a pas photo. En 10 ans de temps, on aurait fait ce même exercice, on aurait eu du mal à trouver dans les assemblées générales autant d'attention, autant de thèmes qui rejoignent aujourd'hui le sujet global de la responsabilité sociale et environnementale. Je crois que le phénomène le plus caractéristique pour montrer cette évolution, et qui d'ailleurs a été observé dans les assemblées générales cette année, c'est qu'il s'agit de moins en moins de faire un point responsabilité sociale ou sociétale dans les assemblées générales, qui peut exister sur un focus, par exemple l'environnement, par exemple les ressources humaines, mais qu'on observe que dans les discours du PDG, de la présentation des comptes, s'insère aussi cette dimension montrant finalement que la RSE est un élément de plus en plus intégré à la stratégie, de plus en plus intégré aux fonctions et aux opérations,
et que finalement, la démonstration qu'il y a derrière de la création de valeur n'est plus à faire, puisque dès lors que l'on observe ça, la création de valeur est là. Alors, oui, ça, c'est l'observation française. Oui, la manière dont la réglementation française a boosté la communication sur ces sujets-là a incontestablement donné un temps d'avance à la France, mais autant je pense qu'on a à en être fier, autant il ne faut pas imaginer que ce n'est pas un phénomène plus large au niveau mondial. Y compris au niveau des États-Unis, la question justement de l'apparition de résolutions spécifiques apparaît très fort, et c'est donc bien le signe d'une évolution qui touche l'ensemble des entreprises. Alors évidemment, les multinationales en priorité, mais on sait bien que quand les multinationales agissent et donnent le là, il y a derrière en chaîne énormément d'effets d'imitation et ça devient exemplaire. Alors je crois que vous aviez, professeur, une question sur la responsabilité juridique. Oui, Gonzague a parlé tout à l'heure du S de RSE. Je voudrais, pour ma part, insister sur le R de RSE. Et là, je vais chausser mes lunettes de juriste qui me font porter sur la RSE un regard un peu circonspect. Alors non pas sur la RSE elle-même, mais sur l'évolution du statut juridique de la RSE et en particulier de la responsabilité qui traditionnellement était une responsabilité plutôt d'ordre moral et qui devient de plus en plus et peut-être dangereusement une responsabilité juridique, c'est-à-dire qu'on assiste à un phénomène de juridicisation de la RSE. La RSE rentre dans le droit, elle est d'abord entrée dans le droit sous la forme d'une obligation d'information, de reporting, mais on veut aujourd'hui l'ériger en véritable source de responsabilité civile, voire pénale, d'une manière qui est assez préoccupante. Et je pense ici à la proposition de loi devoir de vigilance qui est pendante devant le Sénat, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui expose les grandes entreprises françaises à un risque d'indemnisation ou de paiement d'amendes civiles pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros lorsque ces entreprises ne mettent pas de manière effective en place un plan de vigilance destiné à prévenir les risques d'atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, de risques de dommages corporels environnementaux graves, de risques de corruption, de risques sanitaires, etc., qui sont non seulement liés aux activités de la société, à son groupe, à ses filiales directes et indirectes, mais également, et c'est peut-être là l'aspect le plus dangereux, aux fournisseurs, aux sous-traitants de ces entreprises, et ce, quel que soit l'endroit du monde où l'activité est exercée. Alors, on aurait ce résultat un petit peu paradoxal d'une loi française qui créerait de l'extraterritorialité au détriment des seules entreprises françaises. Donc il y a là quand même un phénomène un petit peu préoccupant. C'est une arme contentieuse qui serait mise dans les mains d'activistes professionnels qui aujourd'hui sont obligés de fonder leurs attaques contre les entreprises françaises sur des fondements juridiques un peu plus incertains. Je pense notamment à la publicité mensongère pour les chartes et les codes d'éthique des entreprises. Je pense aussi, j'ai en souvenir une action de l'Organisation de libération de la Palestine contre Alstom et Veolia Transport sur les conventions internationales des droits de l'homme. On sait que la Cour d'appel de Versailles en 2013 avait débouté l'action de ces associations, mais si demain on a cette arme-là, elle pourrait être utilisée par tous les activistes du monde entier qui pourront intenter en France, contre les sociétés mères françaises, ce type d'action. Donc les bons sentiments ne font pas toujours les bonnes lois, ça les juristes le savent, les praticiens savent que les enfers juridiques sont aussi pavés de bonnes intentions, donc les bons sentiments oui, mais attention aux excès. Et en tout cas, tâchons d'éviter les handicaps de compétitivité. Alors peut-être Madame Brouillet-Chevalier et le professeur Pietran-Costa peuvent-ils compléter notre approche en abordant le sujet des ressources humaines et de la manière dont la politique de ressources humaines est présentée en Assemblée générale. Donc pas seulement la politique des rémunérations qui était évoquée au début, mais la gestion des ressources humaines. Et peut-être pourrais-je faire un lien en dernier lieu avec les aspects juridiques et procéduraux, la manière dont s'appliquent les règles en matière de lanceurs d'alerte. Ceci fait-il partie de la responsabilité sociale et environnementale, de la responsabilité sociale et comment professeur, pouvez-vous nous aider à mieux cerner ce sujet ?
Alors, il nous faudrait 2 heures pour parler de tout ça, sénateur. C'est très ambitieux. Moi, sans vouloir esquiver la question, je me demande si Caroline, ce trophée de la RSE devrait se maintenir. Parce qu'au fond, on assiste à une plus grande convergence de ces thématiques ESG, RSE, quelle que soit la dénomination, dans la stratégie tout court de l'entreprise. Et que naturellement, les parties prenantes, pas simplement les actionnaires institutionnels ou individuels, sont demandeurs d'informations sur ces thématiques-là. Donc, de la même façon que on peut aller vers quelque chose de plus intégré, y compris dans la façon de le rapporter, un rapport intégré qui est à inventer. De la même façon, l'entreprise se prépare à cela. Donc, est-ce qu'il faudra encore agir un petit peu de manière distincte pour mettre en avant ces thèmes-là qui vont de plus en plus naturellement s'intégrer dans cette stratégie ? Alors, ressources humaines, c'est un vaste sujet. Je pense que, d'abord, ces sujets doivent être traités de plus en plus en conseil d'administration et portés ensuite à la connaissance en assemblée générale. Le capital humain est un des capitaux immatériels avec beaucoup de pluriels que l'entreprise a comme héritage et doit faire prospérer, qui a une immense valeur. Comment l'apporter auprès des marchés financiers dans la valorisation de l'entreprise, comment l'apporter auprès des propres collaborateurs. Il y a une grande attente des collaborateurs en la matière. On voit bien avec les jeunes, on parle beaucoup de jeunes ce matin qui vivent une véritable angoisse de la forme de travail, de quel travail ils auront demain. L'entreprise va au-delà de sa propre logique économique et doit pouvoir avoir une posture d'accueil de ses collaborateurs, de les faire grandir et de savoir en parler ensuite à ces différentes parties prenantes. Vous m'aviez posé tellement de sujets. J'ai un peu oublié, mais ça mériterait en tous les cas une table ronde en tant que telle, parce que c'était finalement éminemment complexe.